Oh, you have tennis. overkill. It's Tennis. much more, yeah, tennis. 2.5. No. Yeah, you know. Sorry. I'm flying an extra 17-inch, Okay. an extra 300 with a 10S setup. Okay. And that's got We've got a T-Rex 500, or sorry, T-Rex 550 for sale, made by Align. I've got a Deuces Wild by E-Flight with twin power 32s and 260 MPSCs, full Robart air retracts. Nice plane. this is Counterclockwise. Yeah. And you can change the location by the Polarity, yeah. Oh, so you don't change the pitch of the propeller. No, you can't change the pitch on these propellers. Bon, alors l'aventure des drones. Bon. Ok, moi je me présente. Donc Jean-Claude Guévremont. J'ai commencé à faire de l'aéromodéliste dans les années 70, dans les débuts des années 70 au Club Mars. Alors ça me fait un âge avancé avec tout ça. Et les drones, 5-6 ans, 6 ans à peu près. L'expérience des drones, je l'ai prise en grande partie sur l'Internet. On a le choix aujourd'hui d'aller prendre des cours qui coûtent entre 2500 et 5000 $ pour apprendre un petit peu ces choses-là. Mais en tout cas, moi, avec ce que l'Internet nous donne, là, je veux dire, je suis un visuel aussi, fait que je vois souvent dans les vidéos, c'est très intéressant. J'ai fini à la longue de développer vraiment quand même des connaissances là-dedans. Alors, il y a à peu près, au milieu de l'hiver dernier, Steve m'a contacté, m'a demandé si j'étais prêt à donner un cours comment bâtir un drone, parce que les gens achètent des drones tout faits. Et tu lèves ça, ça vole, c'est pas trop bien. Sauf que, une fois que tu as fait ça, ben, il vient où le drone, tu fasses vraiment du commercial ou de la photographie aérienne, qui peut être ton plaisir, ton passe-temps. Il y a un plaisir aussi à apprendre à les bâtir, ces drones-là. À savoir comment ça fonctionne aussi. Moi, j'ai toujours été intéressé dans ces choses-là. Alors, comment qu'un drone fonctionne, comment ça fait pour tenir les airs. Puis, ils ont tellement développé des composantes pour donner de la stabilité à ces machines-là. Alors, donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Puis, je pense que vous avez tous vu un peu les utilités des drones. Qu'on pense juste à l'agriculture, qu'on pense juste les policiers. Scène d'accident, monte un drone, prends une photo. Là, tes mesures sont là, tout est là. En tout cas, il y a beaucoup d'applications. Alors, donc, ici, vous avez deux modèles de drones. Ça, c'est les deux modèles qu'on a. Il y a eu deux groupes cet hiver. Alors, ça, c'est les deux modèles. Ça, c'était le premier. C'est un drone qui est assez puissant quand même. Que, effectivement, pour la première équipe, j'ai trouvé que le drone était trop puissant. J'ai eu quelques mauvaises expériences avec. Là, c'est vraiment puissant. Je peux lever facilement 1 kilo avec ce drone-là. Parce qu'au début, les gens, quand on pose des questions à des gens qui veulent apprendre, on nous demande qu'est-ce que vous voulez. Hein? La première question que j'ai posée, pourquoi vous ne voulez pas vous acheter un drone tout fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Être certain que ces gens-là voulaient apprendre à construire et non juste voler. Parce qu'on se comprend qu'un drone acheté tout fait de compagnie, c'est quand même un petit peu moins lourd. En tout cas, il est fait. Tu n'as pas d'autre chose à faire. Tu le décolles puis tu as tout ce qu'il faut. Là, on parle 1000 $ en montant. Si tu vas avoir une machine qui est intéressante. DJI, puis il y a d'autres compagnies. Donc, on dit non, nous, on doit avoir un drone. Puis là, ben, ils ont toutes leurs grosses caméras. Ça serait le fun qu'elles lèvent ça. Fait que j'ai embarqué un peu là-dedans. Puis là, ben, je me suis ramassé à faire un drone quand même qui est intéressant, mais il y a du power. Alors, souvent, pour des débutants, c'est un petit peu comme si j'aurais commencé, pas avec un trainer, mais avec quelque chose d'un peu plus performant. Ça a été un petit peu plus, pas difficile, mais l'apprentissage était différent. On a fini par trouver un modèle aussi, question de coût, qui est un peu moins dispendieux, qui est quand même assez performant, mais maintenant on les équipe avec des petites caméras. Donc le poids est moindre, puis les machines sont assez contrôlables avec ces choses-là. Première étape quand on donne un cours sur des drones, c'est que la plupart des gens n'ont jamais piloté. Donc, moi, je conseille toujours d'acheter des petits drones là, qui sont 100 $ et moins. Pas des tout petits, là, mais des quand même moyens. Tu peux pratiquer à la maison. Tu peux même pratiquer à l'intérieur sans risquer qu'il y ait beaucoup de dommages. Pourquoi faire ça? Bien, développer la dextérité. Parce que lorsqu'on débute,
nécessairement, on n'a pas la dextérité. Et plus on avance en âge, on comprend qu'un jeune qui va prendre ça à 8-10 ans, en général, il est moins nerveux aussi. Lui, s'il rentre dans le mur, c'est pas qui paye, c'est pas moins grave. Tandis que nous, on fait plus attention. Alors donc, la première étape, c'est Steve qui a donné ça, Learn to Fly. Comment apprendre à voler avec les petits drones. Puis le drone, il y a toujours une des difficultés, c'est l'orientation. Si ton drone, il tourne, là, tu n'es plus sûr que le devant puis l'arrière, ils ont des petites lumières. Alors, ces gens-là ont pratiqué. Et là, on a fait venir des kits. Et là, on a commencé à bâtir. Alors, comment est-ce qu'on choisit un kit? Comment est-ce qu'on choisit des moteurs? Bien, comme je posais la question tout à l'heure avec Xavier, le choix des moteurs, le choix des hélices, c'est pas toujours facile. Alors, moi, j'ai fait des expériences. Je me suis fait des systèmes. C'est un balancier. J'ai pris une petite balance Starfrit. Puis là, ben, tu fais des tests de capacité du moteur. Combien de grammes est-ce que ce moteur-là a de poussée? Parce qu'il y a une recette qui existe dans les drones. On essaie que les 4 moteurs sont trosse à peu près 80%. Il ne faut pas que le drone soit plus pesant que le tiers de ça. Ça, c'est un drone idéal. Donc, on comprend que si vous avez des moteurs comme ici qui ont 800 grammes de poussée, multiplié par 4, 3200 grammes, ton drone ne devra pas peser plus que 11-1200 grammes. Plus tu augmentes le poids, plus ton vol est un petit peu difficile. Oui. Ça, c'est des... Est-ce qu'on peut dire que c'est des hélices d'avion ou c'est des hélices de drone? C'est-tu pareil? Bien, je vais dire, c'est la même chose. Une hélice de drone, une hélice Donc, d'avion, là, en général, c'est pareil. Vers le haut. Oui, oui, oui. Il ne pousse pas de l'air en arrière. Non, bien, une hélice, en général, ce qu'elle fait, c'est comme une aile d'avion. Ouais. Elle crée un vide, puis elle lève. Sauf qu'on peut savoir, avec le moteur, avec les batteries, vous connaissez un petit peu les batteries, là, les LiPo, la 2S, 3S, 4S, là, la puissance augmente. Alors ici, on a essayé d'aller avec des batteries qui étaient quand même à un prix abordable. Parce que plus tu montes la puissance de la batterie, plus ça coûte cher. Alors, on a mis des 3S, donc ces moteurs-là, 800 grammes. Alors, donc, ça fait un drone là, qui est assez agile, puis on peut mettre un petit peu de poids dessus, sans que ça soit trop exagéré. Alors ça, c'est de base, c'est ce qu'on a fait. Là, la deuxième partie, bien là, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça compose un drone, qu'est-ce qu'on a là-dedans. Parce que quand on les regarde voler, ça va bien. On dit comment ça fonctionne. Alors donc, de base, on voit notre drone ici, qui est la représentation de ça. On a les moteurs, assez importants sur un drone. C'est ce qui a fait aussi qu'on pu avoir des drones, ce sont des moteurs électriques. Pourquoi un drone ne pourrait pas avoir des moteurs à gaz, à essence ou... Est-ce qu'il y en a qui savent ça ici? Pourquoi Trop pesant? Le poids, c'est le contrôle des moteurs. Ici, là, nos systèmes, le ESC, là, il va lire au moins 1000 fois par seconde le moteur. Il est capable de s'ajuster sur sa vitesse. Tandis que quand on regarde des moteurs à clos, des moteurs à essence, c'est pas la même chose. Alors donc, la stabilité est beaucoup plus facile pour la correction que d'avoir des moteurs. C'est pour ça qu'avant, il y avait le poids aussi. Alors donc, on a nos moteurs électriques. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un moteur électrique ici, il y en a un qui va coûter 5 $, puis il y en a un autre qui est la même chose, pas mal, mais il va en coûter 25, 30 et plus. Alors, ce que monsieur me demandait tout à l'heure, c'est que souvent, la qualité des roulements, le nombre d'aimants, les magnets qu'il y a dedans, c'est la quantité va faire changer pour la qualité de ton moteur. Maintenant, dans tout ça, pas toujours facile à savoir si la valeur pour le prix est là. Parce qu'il y a beaucoup là-dedans de variances. Alors donc, tu essaies d'avoir quelque chose qui fonctionne quand même assez bien. OK. Donc, on a notre moteur ici, qui tourne. Quand vous achetez un moteur, vous allez avoir sur le moteur le nombre de kV. Ça, c'est le nombre de tours par minute, par volt. Ça veut dire que si vous mettez une batterie de 12 volts, comme ici on a un 1000 kV, alors donc notre 1000 multiplié par 12, théoriquement, donc les moteurs vont tourner 12 000 tours minute. Ça allège, il n'y a pas rien qui le ralentit. Okay? Plus vous allez augmenter le kV, là on va tomber dans des petits drones de course. Tu sais, il va y avoir une réponse bien rapide.
des drones comme celui-là, voyez-vous, celui-ci, il y a 750 kV. Donc, avec une batterie 3S, donc 12 volts fois 750, ça nous donne un drone qui est quand même relativement facile à contrôler, qui n'est pas trop rapide. OK? Donc, plus de vitesse, plus de kV, moins de vitesse. Plus le moteur augmente en grosseur, le nombre de kV diminue. J'en ai, moi, avec des 250 kV des moteurs. Écoutez, ils sont gros comme ça. Parce qu'ils peuvent donner des hélices plus longues, hein? Oui, c'est ça? la puissance est là. Bon, nos 4 moteurs, on a une rotation d'hélices. Donc, nos hélices, normalement, vont tourner. Donc, ça, c'est le devant. Les hélices du devant tournent intérieur et les hélices arrière tournent aussi vers l'intérieur. Important. Donc, il faut acheter des hélices avec un pas interchangé. Tu ne peux pas prendre l'hélice et la mettre en envers de l'autre côté. Donc, il se vend des hélices. Un avion va avoir, en général, un pot qui tourne à droite, tandis que les autres, un à droite et un à gauche. Comment tu appelles ça, une hélice qui tourne à l'envers? C'est une hélice. Ben, en anglais, c'est au counterclock. Ah, non, mais quand tu achètes une hélice. Un push-pull, oui, c'est vrai. Ah, push-pull? Push-pull, oui. OK. Ensuite de ça, on a ici le petit contrôle, le ESC, qu'on appelle. Ça, c'est la petite bidule qui est en dessous ici. Lui, c'est comme, je dirais pas l'âme du drone, mais pas loin de ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va transmettre l'ordre de ton système au moteur. Alors donc, lui, il va vraiment contrôler ça. Puis une affaire bien importante que la plupart, les gens viennent me voir, mon drone, ils volent tout croche, ça passe, ça. Qu'est-ce que. Bon. On comprend-tu que nos 4 moteurs, ça peut être un 6 moteurs, un 8, là, mais en général, la popularité, c'est 4 moteurs. Ces moteurs-là doivent partir en même temps. Puis ils doivent tourner. En général, si tu mets rien là, qui les agace, là, ils doivent tourner la même chose. Fait qu'on appelle ça, on va timer, le mot en anglais, là, mais balancer nos 4 moteurs avec le ESC. Il y a une procédure à faire. Peut-être pas du temps, mais les gens oublient ça. Alors, un des gros problèmes, c'est ça, c'est que les moteurs partent pas au même moment. Théoriquement, il faut faire ça. Alors, donc, Excuse-moi. Oui. Quand tu achètes un drone tout fait, est-ce que ça vient balancer ou Oui. tu n'as rien à faire? En général, non. OK. En général. Ça, tu te balances avec ta radio? Oui, le principe, il y a des systèmes qu'on peut balancer les 4 d'un coup. Le reste, ce qu'on fait, c'est que tu prends ta radio, tu mets le throttle au maximum. OK? Tu branches ton receveur pour qu'il soit là, tu branches la batterie. Tu vas entendre ici, dans le petit moteur, il faut que ta radio soit allumée, tu entends 2 beeps, beep, beep. Tu as, en général, entre 10 et 30 secondes, ça dépendamment des ESC, tu baisses ton throttle à 0, et là, tu vas entendre le nombre de beeps selon le nombre de cellules de batterie. Exemple, une 3S, tu vas faire beep, beep, beep. Ton moteur vient de timer. Ah, OK. Ils font ça avec les avions. Oui, mais un drone, c'est super important. Ah, ouais. Parce que c'est un avion, tu as un moteur. Ouais. Tu sais, tu vas le voir, le moteur ne partira pas au bon moment, quoi que ce soit, c'est pas le super drame. Mais un drone, c'est Ça, tu as besoin de faire ça juste la première fois. Après ça, tu n'as plus besoin de le faire. supposément, à moins que tu arrives des malchances. Un crash. Ah. Ça peut arriver. Une petite malchance, là. Je pense pas que personne. Tout le monde a vécu ça, là, d'avoir des choses, là, que ce soit à loin. Souvent, un crash, ça peut arriver, là, que ton moteur soit détimé, mais c'est plutôt rare. OK. OK? Bon. Maintenant, il ne faut pas se fier que quand tu pars ton drone, puis tu vois tes moteurs, on dirait qu'ils ne fonctionnent pas à la même vitesse. Mais là, ça dépend de l'angle où ton drone est placé. Parce qu'on va le voir plus tard. Tout va jouer, là. La stabilité, l'angle dans lequel tu pars ton drone, il va y avoir l'effet de sol. Alors, si ton drone, il part, toi, tu l'as programmé pour qu'il soit vraiment à l'horizontale quand tu as fait tous les ajustements. Tu le mets sur un terrain, puis le drone est placé comme ça, bien là, tu risques que les moteurs de gauche vont vouloir compenser pour le mettre droit. Et tu vas penser qu'on a un effet de sol aussi. Alors donc, il ne faut pas s'en faire avec ça, là, que le drone, au début, les moteurs, on va marquer qu'ils ne sont pas bien. Ouais, des fois, tu vois un drone qui lève, puis il fait comme un petit tuyau. Ça, c'est d'autres choses. Ah, OK. On va monter ça après ça. OK. Alors donc, nos ESC sont bien balancés et ils ont été ajustés, donc va bien. Le reste à vérifier, surtout quand on va faire notre premier vol, voir s'il n'y a rien qui chauffe. Il m'est arrivé une aventure, je suis passé d'un coup avec des avions électriques aussi, je faisais du drone.
Fait que j'avais un traîneur, je vais essayer ça, j'ai mis ça dans l'avion électrique, puis j'ai fait voler ça, puis d'un coup, en plein vol, tout a arrêté. Perdu l'avion, en crash. On va m'apercevoir que dans un avion électrique, il faut que ton moteur, salut Romain, il faut que ton moteur, pas ton moteur, ton EC soit ventilé. Parce que dans ces systèmes-là, il appelle ça un cut-off. Ça veut dire que s'il y a trop chaud, lui, il coupe un petit bout. Normalement, il aurait dû me laisser du pouvoir de contrôle, il n'en avait pas. Ce que je fais maintenant avec mes avions, c'est que je mets une batterie indépendante pour le receveur. Fait que si jamais, puis ils sont bien ventilés maintenant, si jamais il arrive quelque chose, bien là, au moins tu as encore du contrôle sur ton avion. Tu as juste un entre les deux, vous savez que des fois, entre l'avion et le drone, je n'ai vraiment pas pensé que les autres sont ventilés. Puis, il y en a qui les placent au centre, moi j'essaie d'éloigner ça, parce que le magnétisme, tout ce qui est électrique peut influencer. On a un compas sur ça, un drone. On comprend qu'un compas, c'est quoi? C'est du magnétisme. Alors, si tu as des influences, bien, ça peut être, tu essaies de mettre tous ces composants donc le plus possible éloigné. On parle de quelques centimètres, mais quand même, il faut le faire. Bon. Alors, de base, on a tout notre système. Il reste qu'après ça, il faut être capable de le contrôler, ce drone-là, qui fonctionne bien. Alors, les gens, bien, il y a différents contrôles. On peut avoir un contrôle qui est seulement 3 axes. Ça veut dire que notre drone, comme ça, puis comme ça, au niveau de la stabilité. Ces systèmes-là, KK2, des petits contrôles comme ça, c'est des contrôles vraiment de base. On en voit de moins en moins. Les gens aiment ça avoir des systèmes que tout fonctionne tout seul. Donc, on va avoir ici notre receveur. Donc, vous avez une radio, vous avez un receveur. Sur un drone, ça prend minimum 6 canaux en général. On peut en avoir 5, là, mais c'est préférable d'en avoir 6. Parce qu'on rajoute toujours des petites choses. Comme ici, on a un petit contrôle de caméra. Donc, mon 6e canal fait que ma caméra, je peux la faire pencher comme ça. OK. Donc, on a un receveur. On va voir après ça le contrôleur. Alors, le contrôleur, ça, c'est vraiment l'âme de notre drone. C'est selon le type de contrôleur que tu vas acheter que les performances vont être en conséquence. Exemple, on a un petit modèle ici, qui est une copie là, d'un DJI, un Atlas. Un DJI, j'en ai déjà acheté un, j'avais payé 250 $. Lui, il a coûté 20 $ US. Fait que, disons 30 $ avec tout. Lui, il vient avec un système GPS en plus. Bon, c'est quoi le système? C'est qu'on va avoir, je vais sortir ça ici. OK. Alors donc, sur un système de drone, tu vas avoir plusieurs options. Alors, il y en a 3 qui sont assez intéressantes. Il y en a une, c'est l'altimètre. Le compas, on va parler de l'altimètre. Lui, il va jouer avec la pression atmosphérique. Donc, si je suis à l'intérieur, on voit souvent ça, les petits drones, ils sont capables de tenir une certaine hauteur facilement parce qu'ils calculent la pression atmosphérique, qui est un système intéressant. On va avoir le compas. Alors, le compas le dit, une boussole, tout ce qui est magnétique, ça, c'est le compas. Alors, le compas, on essaie de le placer le plus éloigné possible de tout ce qui pouvait être des interférences au niveau du magnétisme. Et de plus, on comprend que c'est le pôle magnétique de la Terre qui joue. On va voler à l'extérieur avec ça pour avoir le plus possible notre magnétisme. Et des fois, on a des surprises. Exemple, tu t'en vas, tu peux être en plein champ, puis il y a un immense tuyau enterré en métal qui passe, puis il peut avoir une petite influence. Mais ça, tu ne le sais pas. Alors, de temps à autre, il faut recalibrer ces choses-là. Il y a une manière, il y a une procédure à faire pour aller recalibrer notre magnétisme. Parce qu'un drone, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est qu'on le perde. On a des sécurités quand même. OK? Donc, on va voir après ça notre GPS. Alors, qu'est-ce qui peut servir notre GPS sur un drone? À le ramener à bon port. À le ramener à bon port? Les GPS, votre voiture, vous avez ça? La position où on est exactement. Oui, c'est ça. Alors, lui, ce qu'il fait, notre GPS, il s'en va voir les satellites. Les satellites, bien, ils nous positionnent. Alors, donc, notre drone, lui, il va avoir sa position grâce à nos satellites. Mais, ça prend un minimum de satellites en général. La plupart des systèmes vont demander 3 satellites.
À 3 satellites, moi, je ne le volerai pas tant que ça. On s'arrange pour en avoir au moins 4, 5, et j'ai certains drones qui en ont jusqu'à 20. Ils prennent les satellites russes aussi. Fait que c'est plus sécuritaire, plus de satellites. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est que on décolle notre drone. Oui. Ils prennent les références en même temps des deux ou trois Oui. systèmes différents en même temps Oui, oui. pour comparer. Oui, s'il y en a 15, il va prendre les 15, puis il va comparer, puis là, ben, il va dire que c'est plus sécuritaire. Ça faudrait prendre le GPS et le GLONASS en même temps pour voir c'est quoi ces données. Oui, c'est dans le système là, qui fait que ces données-là sont cumulées. En général, là, c'est assez stable, il n'y a pas de problème. Alors donc, regarde, on a le premier système qui va dire l'altitude. Alors, si je prends mon drone, je vais le mettre à l'altimètre, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut tenir. Mais le problème, c'est que s'il y a un peu de vent, bien, mon drone, il va aller se promener. OK? Notre compas, lui, il va s'arranger. Notre drone, on l'a mis à telle position, il va rester là. Parce que le compas l'a enligné. Mais si on va avoir le summum, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on le met sur le GPS. Alors lui, ton drone, il va avoir tous ces trois systèmes-là qui rentrent. Il s'installe, il reste là. Puis là, ben, tu ne mets pas ta radio là, mais tu n'en mets pas loin. Et ton drone fait ça, la job tout seul. L'avantage, c'est que pour prendre de la photo, c'est idéal. Parce que tu as placé ton drone à une certaine hauteur. L'exemple de ça, tu pourrais arriver à côté de ton drone, le tirer, puis le laisser, il va retourner à sa place. Bon, la précision, on s'entend que il va y avoir peut-être, je ne dirais pas quelques mètres, là, mais il peut jouer un petit peu, parce que il y a des influences au niveau des satellites. Puis je pense, je ne sais pas si tu pourrais me confirmer ça, Romain, l'armée américaine avait toujours un petit peu, elle nous donnait moins de précision, je pense, sur ce que les satellites comprenaient qu'eux autres avaient, exemple, avec le système de guerre. Mais quand même, c'est assez intéressant, on ne parle pas de grandes distances, là. Il y a des systèmes un peu plus précis. Oui. Des fois, une référence GPS au sol. Au sol aussi. Effectivement. Il y a une petite. Moi, j'ai remarqué ça, une variance en vol, là, d'un coup, ben, il peut se prendre un petit peu. Alors, donc, comme système, c'est quand même ici. Le reste, on va voir le IMU, vous allez voir ça des fois dans les systèmes. Donc, c'est un accéléromètre puis un gyro en même temps. Je n'irai pas trop là-dedans. Et la dernière partie, le PID. Qu'est-ce que c'est le PID? Il appelle ça le proportionnel intégral dérivé. Ça a l'air savant, mais ça l'est aussi. Alors donc, quand on prend notre drone, exemple, notre drone est dans les airs, on veut l'envoyer à gauche. Donc, la commande qu'on va donner sur la radio, c'est d'aller à gauche. Sauf que quand on arrête, on veut que notre drone il refasse ça. Alors donc, il y a un système à l'intérieur du drone, dans ce système-là, qui va dire, tu vas à cette vitesse-là, tu arrêtes puis tu restes à ta place. Si votre drone fait ça, donc ça veut dire que tu vas avoir un pi qui est trop élevé. Le pi, dans le fond, c'est la vitesse qu'on va vouloir corriger. Si on en donne trop, il va vibrer. Si on en a pas assez, il va être très lent. Et le I, lui, c'est la quantité de puissance que tu octroies à tes moteurs pour faire le travail. Tu ne vas pas lui donner 95% de la puissance de tes moteurs, tu vas en donner moins. Alors ça se fait. Puis le D, ben, c'est lui qui va le stabiliser, le P, il va le stabiliser à sa place. Alors de base, un drone, c'est ça. Alors donc, le système ici, il peut faire tout ça pour à peu près 30 $, ce qui n'est pas si mal. Ça, c'est ce que nous, les étudiants, à date, à qui j'ai donné des cours, ont appris. Alors, pour programmer ça, tu t'en vas sur l'ordinateur. C'est un programme assez simple, où tu vas voir, tu vas brancher ton système avec une clé USB sur l'ordinateur. Le programme, tu le downloads, c'est gratuit. Et en plus, ben là, tu fais tes ajustements. Alors, si tu as essayé ton drone, puis ton drone là, aussi un peu, ben là, tu peux faire tes corrections. Tu vas voir aussi, tu enlèves tes hélices quand tu fais ces tests-là. Au cas que ton drone partirait s'il est à côté de ton ordinateur, ce qui n'est pas tellement une bonne idée. Et là, ben, tu te trouves à balancer ton système avec ça. Alors donc, c'est un petit programme. Une fois que tu es rendu là, tu as appris tout à faire ça, tu as appris à piloter, c'est pas trop pire, là, tu te dis, qu'est-ce que je ferais de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec un drone comme ça? Avez-vous une idée? Des missions, hein?
quand on regarde en industrie, on entend, en tout cas moi je l'ai entendu souvent, les cultivateurs. Lui, il rêve là qu'il s'achète un drone, il décolle ça, puis il lui dit « Fais mon champ. Alors, regarde ça avec une caméra, puis quand on va revenir, on va tout regarder ça, puis s'il y a des plants de potes à telle place, s'il y a de la sécheresse, il y a des choses. » Mais là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Romain. Non, effectivement, Romain, c'est quand même un spécialiste là-dedans. Alors, donc, la prochaine étape, les gens, s'ils veulent apprendre, ça va être à programmer ton drone pour faire des vols automatiques. Alors, le vol automatique, qu'est-ce que c'est? C'est que on peut aller avec un autre système. Regardez ici, ça c'est un orthocoptère, mais il en existe plein de sortes. Là, OK? Question de prix aussi. Bon, des systèmes comme ça, entre 60 et je dirais 120 $. Dépendamment, là, il y a de la puissance qu'il y a là-dedans, et ainsi de suite. Alors, le petit système ici, lui, peut faire des vols automatiques. Exemple, je voudrais faire un vol automatique dans le parc ici. Alors, moi, je suis à la maison, demeure à Boucherville, c'est pas grave. Le parc, on va aller sur un plan qui ressemble à c'est Gobbler, je pense aussi. Et là, tu as le programme pour ça. Alors là, tu t'en vas à l'endroit où tu veux que ton drone décolle. Alors, tu y mets ce qu'on appelle ça des waypoints. Tu y mets un waypoint de décollage. Tu lui mets une hauteur où le drone va aller. Exemple, tu veux le faire voler à 15 mètres. Là, tu lui dis, t'arrêtes là pendant 4 secondes. Alors ça, je veux que tu t'en ailles à droite jusqu'à une autre place. Là, tu cliques sur la carte de ton autre waypoint. Là, tu vas aller le faire avancer. Tu vas dire tout le temps que tu avances. Moi, je veux que tu me regardes tout le temps, que tu me prennes en photo. Tu sais, on se trouve beau, c'est le temps. Puis là, il va faire son vol. Là, après ça, il va venir de lui-même atterrir. Ça veut dire que, moi, je me souviens, la première fois que j'ai réalisé ça, par photo-pensée, j'ai toujours fait mes recherches à peu près seul. Alors, tu as des grandes satisfactions quand tu réussis à faire ces choses-là. Alors, tu places ton drone à l'endroit pas mal où tu pensais que tu l'as mis sur la carte. Tu mets sur le système automatique. Puis là, tu tasses, puis le regardes aller. Ses moteurs partent. Il décolle, il s'en va à l'endroit que tu lui as dit au départ, puis il fait son vol au complet, puis il vient atterrir tout seul. J'ai trouvé ça spécial. C'est fascinant de voir un système. Puis là, ben, quand ça t'arrive, la première fois, tu te croises les doigts que tout va bien fonctionner. Parce que tu ne veux pas que ton drone, il parte en fou. Tu n'as pas dit de revenir en Chine? Non. Bon, il y a quand même des sécurités sur ça. Quand on fait voler un drone, exemple, on a volé dans le parc ici, mais on est allé à un autre parc aussi, on ne veut pas que notre drone aille se promener en fou. Fait qu'ils appellent ça du geofence. C'est comme une barrière virtuelle, on peut dire. Fait que quand on va programmer notre drone, on va lui dire, moi, je ne veux pas que tu grimpes plus haut que 70 mètres. Je ne veux pas que tu ailles plus loin que 150 mètres, 200 mètres. Alors, ce qui va se produire, c'est que ton drone, tu vas le faire voler. D'un coup, hop, il arrête là, il ne veut pas aller. Parce que lui, sa barrière est là. Alors ça, c'est une autre sécurité. Une autre chose que le petit système a, tu décolles ton drone, tu le fais voler. Écoutez, il est rendu gros de même. Là, il est toujours... Il s'en va, est-ce que je vois le derrière du drone ou il est rendu comme ça? Fait qu'il appelle ça, il y a un petit système sur ça, il appelle ça le headless mode. Ce système-là, quand tu pèses, tu as des petits pitons sur la radio, tu pèses dessus. Là, lui, quel que soit l'angle qu'il est, si tu lui dis reviens vers moi, il va revenir. Il appelle ça le headless mode. Fait que donc, c'est un genre de sécurité, si tu es mal pris, que ton drone, tu ne sais plus quel côté il va aller. Parce que, imaginez, vous volez comme ça, vous le faites pencher à gauche, à droite, ça va, mais si votre drone est rendu comme ça, faire pencher à gauche, à droite, c'est pas la même histoire. Tandis que le headless mode, il va nous permettre que le sens de direction, il n'y aura pas de problème, on va être capable d'atterrir avec ça. Et la dernière sécurité. Ton drone est quelque part, il me semble qu'il a passé un arbre, là je ne le vois plus. Il appelle ça, on ajuste le RTL, le Return to Land. Encore là, tu lui donnes l'ordre de faire ça. Lui, tu l'as programmé qui monte dans une certaine hauteur. La plupart du temps, on va mettre ça au moins, je dirais, à 30 mètres. Parce qu'on comprend qu'un arbre, ça va avoir une certaine hauteur. Donc, notre drone, où il va monter à son 30 mètres,
il va revenir à l'endroit où tu l'as armé. Qu'est-ce que ça veut dire, armer un drone? Je prends ma batterie, je branche mon drone. Le drone est seulement branché. Il n'est pas en ordre de décoller, de partir les moteurs. Alors, à l'endroit que tu vas déposer ton drone et que tu vas armer tes moteurs. Ça, dans la plupart du temps, ton radio, tu l'as dans les mains. C'est souvent les sticks, là, les contrôles, qu'on les envoie vers le centre, en bas. Là, tes moteurs vont démarrer. C'est là qu'il va revenir atterrir. Une autre sécurité dans ce système-là, mettons que tu as volé, puis ta batterie a pas assez de pouvoir. Alors lui, il sait. Là, on va lui dire, dans une urgence comme ça, t'atterris. Où tu es. Si tu es sur l'eau, c'est là, mais je veux dire, t'atterris. Sinon, tu peux avoir aussi ta radio qui flanche. C'est déjà arrivé une fois. La batterie, en tout cas, ça va flancher. Alors là, le système, lui, il n'y a plus de contrôle. Pouf! Return to land. Donc, il monte, il revient, puis il atterrit. Alors, en gros, c'est ça là, qu'on peut apprendre sur les drones. Vous voyez qu'il y en a... Puis tout ça, ça se programme-tu sur le sur le receiver? programme que tu downloadé sur ton Ah, ordinateur. ok, c'est ça. Puis il est dans le receiver. Ouais, il y a des systèmes qu'on peut programmer avec la radio, mais il reste quand même que c'est plus facile quand tu as l'ordinateur et tu as l'écran devant toi. Les systèmes, je disais toujours, je disais à mes étudiants, regarde, moi te le montrer, c'est facile. Un étudiant me dit, moi j'étais un enseignant, j'enseignais à l'imprimé, j'ai fait une carrière. Un étudiant me dit une journée, ce que tu dis, c'est peut-être facile pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Parce qu'une affaire qui est simple, tant que l'autre personne ne le sait pas, tout ce qui est simple, là, quand tu le sais, c'est simple. Même les affaires compliquées. Donc, on va faire attention à ça, la personne. Et souvent, j'ai toujours remarqué que on est deux. Tu as le donneur et tu as le receveur. Ça ne veut pas dire que le receveur, s'il n'a pas compris que c'est lui qui est dans l'erreur. Ça peut être le donneur aussi. Fait que dans ce temps-là, tu essaies de réexpliquer d'une autre façon pour qu'on se comprenne. L'autre chose aussi, on retient combien de pourcentage quand on prend un cours d'une heure? 15, 20% chanceux. Alors donc, il y a des apprentissages à faire, puis il y a de la dextérité à faire. Alors moi, j'ai vu les gens tranquillement apprendre puis devenir meilleurs. Les petites inventions que j'ai rajoutées à mes drones, ça ici. Et quand on arrive des malchances à un drone. Alors là, ton drone, il atterrit un peu dur, bien, ça le brille. Ça, c'est des... J'ai pris un tuyau de balayeuse centrale. Je les ai coupés, je les ai vissés. Quand ton drone tombe, là, il rebondit seulement. Des fois, ça tombe plus raide que ça. Alors, j'en ai vu des fois, là, c'est arrivé à Steve un coup, là, les quatre ont cassé. Mais il n'y a pas endommagé de drone. Fourth time, hein? The fourth time, yeah. Donc, ça naît des petites patentes, des fois, qu'on peut se faire. J'aime mieux ça que ce système-là ici. Ça, c'est plus fragile. Oui, c'est plus fragile aussi. Si tu atterris un petit peu croche, les pattes sont un peu fragiles. Mais il reste quand même... Oui, il bascule aussi. C'est fait aussi pour être capable de mettre plus de matériel. Parce que quand tu places une caméra au-dessus d'un drone, il faut faire attention, c'est une lentille qui est là. Des fois, ta caméra a quand même un certain montant. Alors donc, on s'en rend pas que la lentille, quand tu portes tes hélices, que le sable et la terre revolent dessus. Le gazon qui est peu humide touche à ta lentille. Alors, c'est toutes des choses, on peut lui mettre des pattes assez hautes. Mais sans doute que là, je vais les modifier, je vais lui faire des pattes là. Aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, on peut avoir pas mal de plaisir avec ça. Oui? Est-ce qu'il y a de la complexité pour ajouter le first person viewer dans le système? Non, c'est pas tellement complet. Regarde ici, on peut le faire. Juste avec ça, ici, un petit système comme ça, là. Tu sais, regarde, c'est une petite caméra qui est ici, là. Alors, tu te mets des goggles, puis je veux dire... Alors, le logiciel, le contrôle, Le logiciel n'a rien à faire avec ça. Ça, c'est une caméra. Il va avoir ici un petit transmetteur qui va envoyer à ton masque ou à ton écran. Bon, il faut toujours penser que si tu pilotes en first person view, il faut que tu aies une autre personne avec toi qui est branchée avec une autre radio. Parce que les règlements, il faut que tu voles à vue. Quand tu es avec des lunettes, tu n'es plus à vue. Tu es dedans le drone. En passant, si jamais vous essayez ça, vous allez voir que c'est assez spécial.
je conseille même aux gens quasiment de s'asseoir. Ah ouais. Ben là, t'es dans le drone. Le drone est là, mais là, t'es là, puis là, ben, c'est assez spécial. Quand tu vois quelqu'un qui pilote comme ça, puis il regarde à terre, tu trouves ça bizarre. Oui, lui, il va regarder là, mais son drone est là-bas. C'est pour ça qu'on, dans la réglementation MAC, si je ne me trompe pas aussi dans le Transport Canada, ils veulent avoir quelqu'un qui accompagne. Ça veut dire que lui, il y a un deuxième transmetteur qui est branché, puis lui, s'il y a quelque chose, lui, il va reprendre le contrôle. Oui. À date, c'est dans les règlements MAC de notre club à Saint-Julie pour Nazir Bodybox. Oui. Oui. Mais la réglementation, ça permet d'observateur seulement. OK, sans nécessairement un bodybox. Sans nécessairement qu'il reprenne. OK, qui reprend. Il pourrait prendre la radio de la personne, à côté. Oui, parce que souvent, c'est pour les courses qu'on fait ça. Et dans Oui. tellement vite que même si la personne voit l'accident, il ne peut pas Oui. rattraper. Quand j'ai débuté les vols d'avion, il y a fort longtemps, j'étais avec mon ami Claude Passaro, c'est un pilote d'expérience. Là, j'étais après mon premier vol, puis à l'époque, bodybox, il n'y en a pas tant que ça. Alors là, moi, j'ai ma radio. Écoute, là, je suis nerveux, ça se peut pas. Là, il faut qu'il apprenne la radio, mais il essaie de me l'enlever, mais je suis crispé. Là, il m'a donné un coup de pied. Donc, il est passé à la radio. Oui. Ce qui est bien avec les systèmes que tu fais de drone, c'est que justement, on peut les mettre en bodyboard pour apprendre aux gens à piloter. Oui. Et ça, au moins, ça permet que le pilote un peu plus expérimenté Oui. de superviser. Effectivement. Oui. Les difficultés qu'on rencontre avec les drones au début, c'est que vraiment, les gens, ils vont y mettre trop haut. Regarde ton drone à une certaine hauteur, là, parce qu'un avion, quand on le met haut, c'est parfait, on peut la récupérer. Mais un drone, là, qu'il soit à 15 mètres ou 30 mètres, là, quand tu tombes, ça ne rush. Hein, oui, effectivement. D'un coup, il est rendu. Ça m'est arrivé aussi avec l'avion. Je reviens d'avion. J'avais un de mes amis qui n'avait jamais piloté. Fait qu'on est dans un endroit, je suis à la campagne. Puis là, ben, j'ai dit, ça te tente-tu? Mon avion est assez haut, puis loin. Ça te tente-tu d'essayer ça? Je passe la radio, mais moi, j'ai fait l'erreur de quitter des yeux mon avion. Alors là, il prend ça. Là, je regarde, je la vois plus. Et puis là, ça s'éloigne. Écoute, là, j'ai pris la radio. Là, je l'ai donné comme ça. Quand mon droite, je l'ai vu. Mais je peux te dire qu'elle t'a rendu les petites affaires qu'on apprend. Bon, des choses qui nous sont arrivées pendant le cours. Je dis aux gens, on va monter le drone, vous allez serrer vos vis. Hein, serrer une vis. Alors là, on essaye un des drones, et là, il y a un hélice qui est parti. Parce que serrer une vis, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. Des gens qui n'ont pas l'expérience de serrer des vis, comment tu fais ça, une vis? Si tu serres trop, on sait que ces petites vis-là vont peut-être passer à travers. Si tu n'essaies pas assez, bien, juste appuyer. Fait que serrer une vis, ça doit rentrer dans le cours. D'un coup, comment serrer une vis? Souder. Mais comment tu serres une vis? Ben, y a-t-il un truc? Ben, le truc que je fais, c'est que normalement, tu vois, ça prendrait un petit wrench, tu sais, pour dire le torque, là, le torque wrench. Mais moi, ce que je fais, j'appuie la vis, puis j'en donne un petit peu plus. Puis souvent, ce qu'on va faire dans ces drones-là aussi, on va lui mettre un petit peu de le produit, là, du... ça, ça aide. Washer, ça va pas? Pardon? Lock washer. Non, parce que la plupart, regarde, tu vas serrer, puis la plupart ont des, regarde, les vis rentrent à l'endroit exact. Il y a comme un petit edge en dessous, puis ils rentrent à sa place. Fait qu'un lock washer. Non, c'est du Loctite. Ça l'empêche de Loctite, le Loctite, ça c'est... Loctite, c'est pas de la colle, ça? C'est une genre de colle. Loctite bleu. Qui se défait. Ouais, Ouais. parce qu'il y en a du rouge qui est plus raide, là. Oui. Mais ça se défait. Oui. Ça se défait. Oui, ça se défait. Oui, ça se défait, mais c'est parce qu'on comprend que tu as 4 moteurs, 4 hélices et il y a des vibrations. Fait que de temps en temps, ben, c'est pas mauvais de vérifier si ça n'a pas dévissé. D'ailleurs, ici, après quelques vols, on les vérifiait, puis il y a des fois, c'est arrivé que... Aussi, les séquences pour bâtir un drone. On se comprend que lorsqu'on a beaucoup de choses à faire en dessous, on s'arrange que la plaque du dessus ne soit pas là. Plus facile. Parce que faire des soudures de côté, c'est pas tout facile ici. Les gens, c'est quelquefois, ils ont le chaud à leurs doigts un petit peu. Pas respirer le plomb quand on soude aussi, c'est un petit peu nocif, donc faire attention à ça. L'expérience que j'ai eue, c'était à côté ici.
Et j'ai fait décoller un drone, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'aluminium dans ce bâtisse-là ici, que là, oublie le compas, ça a comme été pas tellement bon. Alors, ma première expérience, le drone, il a monté au plafond. Le contrôle, il était plus là. Une autre chose qui m'est arrivée, je prends une réparation d'un drone d'un des étudiants. Je m'en vais, moi je suis à Sainte-Julie, au club là-bas, fait que j'apporte le drone. J'ai tout vérifié, j'ai rajusté, j'ai repassé ça à l'ordinateur, tout est beau. Je lève le drone, et là mon drone, il est à peu près quoi? Une dizaine de mètres dans les airs, et il est comme ça. Il part en fou, là. Là, je suis sur le GPS. Alors là, j'enlève le GPS, là, je le remets juste sur les 3 axes. C'est un petit bouton qu'on fait clic-clic, là. Bon, j'ai réussi de pénaliser à l'atterrir sans le briser. Qu'est-ce qui s'est passé? Une affaire bien simple. Je vais prendre l'autre drone. Ils ont un système ici, c'est vissé, ça. Ça veut dire que tu dévisses ça, tu peux pencher ton antenne. C'est vissé. À l'intérieur, c'est un petit tube de carbone. Puis il rentre dans un trou et c'est serré avec une vis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la vis, elle a écrasé la fibre de carbone. Puis là, ben, l'antenne, elle brassait beaucoup. Même là, elle brasse pas mal. Alors, en brassant, ben là, elle prenait plus ses satellites comme fou, puis là, le drone, il est venu fou. Alors, j'ai été chanceux. Je sais que j'ai un ami que j'ai connu, lui, il avait acheté, je pense, un DJI. Il a mis la caméra par-dessus le GPS. Il n'a pas de son drone. Tu sais, ces satellites ne rentrent plus, là. Alors, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que c'est avec l'expérience, puis en l'essayant, ça ne s'apprend pas comme ça, ça s'apprend avec de l'expérience aussi. Alors donc, faire attention. D'ailleurs, quand vous marquez, il y a certains drones, si vous partez votre drone et vous le faites avancer très rapidement, vous le freinez, là, bien, il va avoir de la misère avec son GPS. Parce que son angle d'attaque est trop fort. Un drone qui a un angle d'attaque trop puissant, il risque aussi d'avoir des gros problèmes. Alors, c'est pour ça. Il capte plus, là. Bien, il ne capte plus, puis la machine, à un certain degré, qu'elle n'en prend plus. Là. Ah, okay. Alors, c'est pour ça que quand il y a des grands vents, on dit aux gens, en haut de 20 km, commence à y penser si tu montes ton eau, parce que si tu as 20 km au sol, tu vas en avoir un petit peu plus en haut. Fait que là, ton drone, ou encore, on voit, des fois, les gens sont tout fiers de te monter une vidéo qu'ils ont pris en plein Montréal. Ils sont à peu près à 150 pieds dans les airs, 200 et plus, ils montent. Sur le Mont-Royal. Avec la piste. Oui, tu sais, à faire attention. Non, mais les gens, ils savent pas toutes les lois, ça a tellement changé. Quelle est la distance maximale théorique que tu peux t'éloigner, que le drone peut s'éloigner sans perdre le signal? Ça dépend de la radio, ça dépend du receveur. Si on ne parle pas des voix, Ouais. ça dépend vraiment du receveur et De la radio, ouais. Plusieurs kilomètres, c'est surtout les antennes que vous utilisez Ouais. sur les transmetteurs et les receveurs Ouais. qui vont faire le signal manipulaire. Ça. La puissance et les antennes. Ouais. Ça peut aller très très loin. Ouais. Lui, je sais que. Départ élémentaire, on allait jusqu'à 10 km. Ouais. Un Mavic peut aller jusqu'à 4 km. Ouais. Un test avec celui-là, là, on parle de, je dirais, peut-être 1,5 km, là, avec le type de receveur et de radio. Bon, Déjà, tu le vois plus. tu le vois plus. Tu le vois plus. C'est pour ça que dans ce temps-là, Return to Land là, est intéressant, parce que si ça part. Et comme je vous dis, pour un petit drone comme ça, qui n'est pas un coût exorbitant, on parle d'une machine, là, quoi, 250, 300 $, là, à peu près, avec le petit système ici, une belle petite copie, hein, il était bien surprenant, parce que c'est sûr que lui, on ne peut pas faire avec ça du vol programmé, là, mais on peut faire pas mal de choses, là. Il y a des fonctions intéressantes à un coût abordable. Vous, là, vous faites quoi avec vos drones? Là? Est-ce que vous volez prendre des photos, vous volez faire de l'agilité, voler... Moi, je t'avoue, là, ma grosse passion, c'est de les bâtir, puis les ajuster, puis de tout comprendre ça, puis de fouiller dans l'Internet, puis ces choses-là. Ma grosse passion. Je vole aussi, je fais de la photo. Je dois avoir à la maison une dizaine de drones, à peu près, là, autant d'avions, c'est sûr. Hein? Puis c'est mon monde. Moi, j'entre là-dedans, puis c'est comme... J'aime ça. C'est là. Mais le vol de drone, là, comme je dis, je fais du vol là, à m'amuser, point. Là, mais je me sens trop âgé pour les drones de course. C'est un peu vite, hein, je veux dire. Mais j'aime ça aller voir ça aussi, comment que les gens contrôlent ça. Le reste, bien, comme je dis, la grosse sensation, c'est de voler quand tu essaies avec des lunettes. J'en ai même un tout petit, là, tu sais, les tout petits, je ne me souviens pas du nom, là, un vol intérieur. Ouais. On s'amuse avec ça. C'est de l'expérience.
pourquoi qu'il y a des passions, c'est comme ça. Oui, Lancez-vous toujours aux hélices? ben oui. Très important. Très, très important, oui. C'était une bonne chose à rajouter. Moi, mes hélices, je les balance, comme les avions, et je mets des petits scotch tape en dessous des hélices. Tu sais, il y en a une ici. Là. Bon, en dessous, pourquoi? Une question d'apparence, là, tout simplement. Ça, c'est des hélices flexibles. Donc, ça pardonne beaucoup quand il arrive une malchance. Mais si, moindrement que vous avez une hélice qui est chippée, là, changez ça. Parce que vous avez un moteur qui tourne 8-10 000 tours minute. Là. Fait que donc, les vibrations vont être assez imposantes. Eux autres, ils ont des systèmes que tu visses. Il y a d'autres hélices, comme DJI 11, c'est que c'est l'hélice comme telle qui se visse. Donc, elle ne se dévisse pas. Parce qu'elle est dans la rotation, alors elle, comme toi, après se serrer. Celui-ci, il faut faire attention. Si tu serres trop aussi, tu risques de craquer ton hélice. Là. Quand les gens m'apportent, font des réparations, c'est souvent des petites choses comme ça. Des petits détails que les personnes ne voient pas. Ils ont arrivé une malchance, puis là, ben, tel moteur, ou encore des fois un système débalancé, un système à programmer, puis des petits détails. Mais c'est surprenant comment c'est quand même solide, ces machines-là. Quand tu balances la puissance de chaque moteur, oui. Ça se fait-tu les 4 en même temps ou ben non, ça dépend, ça dépend des systèmes de contrôle. Lui, à date, il ne fait pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Lui, je peux faire les 4 à la fois. Il y a une procédure qu'on peut faire les 4 à la fois. Oui. Une autre question, dans le PID, là, oui. Est-ce que vous le faites sur votre ordinateur? Oui. Ça se fait sur votre ordinateur? Oui, ça se fait surtout sur l'ordinateur. Mais ce système-là, ici, il y a une programmation que tu peux... tu mets ton drone, je dirais certainement 15 mètres de haut. Dans tes systèmes tes clics, tes pitons sur la radio, là, tu l'as programmé pour que tu puisses faire son propre ajustement. Ça prend à peu près 4-5 minutes. Tu vois le drone là, qui se promène, puis tu le laisses aller. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ce que j'ai su, c'est que ça rend un drone un petit peu lent. Sa réponse est comme un petit peu lente, mais ça se fait. Le PID, ça a toujours été pour moi quelque chose d'assez pas facile à comprendre. L'explication que j'ai eue, c'est que tu prends une corde avec un poids. Puis là, ben, tu le fais balancer. Mais toi, que tu veux qu'il arrête le plus rapidement possible. Alors donc, c'est ça, c'est le pi qui le fait arrêter, puis c'est la puissance d'attraction, qu'on pourrait dire, par exemple, un moteur, qui va l'arrêter à cet endroit-là, qui fait que ton pi. Alors donc, normalement, plus tu as un pi élevé, plus il va être nerveux, puis il y a une limite. Si ton drone, il fait ça, là, regarde, il est trop nerveux, là, tu sais. Puis s'il est très, très lent, mais là, c'est une autre histoire, il faut que tu l'augmentes un petit peu. Mais de compagnie, en général, c'est quand même assez bon. On a peu à toucher à ça. Oui. Moi, j'ai pas de drone, mais je pense à quelqu'un qui a un drone. Quand tu donnes un cours, donnes-tu des cours juste à des étudiants de ton club? Non, non. Ou c'est... Regarde bien, là. Moi, Steve, il m'a appelé, il m'a dit, ça te tenterait-tu de donner... Moi, j'étais à Sainte-Julie. Il dit, ça te tenterait-tu? Il dit, de donner un cours à des gens. Wow. Moi, je me demandais vraiment, est-ce que j'ai assez de connaissances sur ça? Parce que quand tu donnes un cours, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est pas les étudiants qui vont le trouver, c'est toi, là. Je peux vous dire, j'ai passé beaucoup d'heures là, sur ça. Des fois, à trouver des problèmes. Tu te demandais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Le magnétisme ici à l'intérieur, un peu plus de temps qu'il trouvait qu'il y a bien trop de métaux ici. Avec la bâtisse, c'est en aluminium à peu près partout. Alors, c'est des petites choses comme ça. Mais non, effectivement, on peut... ça, c'est avec Steve. On organise un cours. Là, ça fait 2 qu'on donne aux gens d'ici. Mais je veux dire, c'est certainement possible ailleurs, oui. C'est quand la prochaine cours? Faudrait demander à Steve. Mais ça peut être annoncé à quelque part? Non, pas à date. On venait de débuter, tu sais. Non, est-ce que vous pouvez oui. l'annoncer en quelque part pour que on les est gens, allé, les gens du MAC, admettons? Oui, bien, regarde, on est allé un pas devant l'autre. Le premier cours, c'était un apprentissage. Tu sais, comme je te disais, juste serrer des vis, je n'avais pas pensé à ça, là. Le deuxième cours, ben, on a eu un drone un peu plus petit, un peu moins dispendieux, puis tranquillement, ça a été ça, tu sais. Là, mais l'annoncer sur le Mac, en général, je suis tout seul, là. Okay. Les prix des courses, ça c'est un peu compliqué, on n'a pas encore finalisé parce que il y a 2 composants. Une, ça c'est le frais pour acheter toutes les composantes pour les drones. Et même pour ça, ça c'est variable parce que si vous aimeriez acheter seulement le frame avec les moteurs,
OK, avec une caméra, puis le flight controller, c'est un coût à peu près 400 à 500 piastres. Maintenant, à part, il faut avoir vos batteries, votre chargeur, il faut avoir votre manette avec vos receivers. Comme ça, ça peut augmenter. Si vous venez avec vos composants toutes d'avance et vous aimeriez acheter seulement le frame, ça c'est un autre prix. Comme ça, nous allons faire un prix gradué selon ce que vous apportez ou ce que vous avez besoin d'acheter. À part de ça, il y a un frais pour défrayer les coûts pour le présenteur comme Jean-Claude Gouvernement. Et ça, c'est une autre chose. Mais nous croyons, pour faire un cours, il faut avoir minimum de 5 personnes. On est prêt pour faire un prochain cours et normalement, il y a deux mois de délai pour allouer du temps pour commander des morceaux. Okay? L'idéal aussi, c'est d'avoir, quand les étudiants ont tous le même modèle avec le même composant, Oui. mais là, sinon c'est l'enfer. Là. Un va m'arriver avec un DJI, l'autre va arriver, c'est cool. Quelqu'un peut-tu arriver avec un drone acheté tout fait, mais il veut juste savoir les possibilités de son drone, puis Oui, comment aussi, sans doute, là, mais encore là, tu sais, regarde, moi, dans les systèmes, j'en connais peut-être 7-8, là, mais il y en a tellement, là, que chacun, là, il faut que tu downloads le programme, et ainsi de suite. Là. Ah, ok. C'est pour ça qu'on Mais- essaie d'avoir toute la même chose. Ok. Si vous êtes intéressé pour suivre des cours, ça nous ferait plaisir pour vous répondre et dire quand. David, you think our next course will be in the spring? May. OK. Nous croyons que la prochaine session va débuter dans le mois de mai, avril-mai. On a fait cette année, à la fin d'avril, commencement de mai, pour débuter notre cours. Vous, si vous êtes intéressé seulement pour la programmation puis l'opération des drones, Ben, ça veut dire, c'est pas pour moi, c'est un ami qui s'intéresse à ça, que je pourrais lui transmettre l'information. Est-ce qu'il faut qu'il soit assuré par le MAC aussi? oui, il faut qu'il ait un membre de MAC. Ça, c'est C'est primordial. primordial. Oui, Ok. absolument. Mais si vous me donnez l'information, je lui transmettrai. OK. Et puis, ça Le peut être best est, intéressant pour lui. vous allez m'envoyer un courriel. Vous avez mon adresse courriel. OK. Envoyez-moi en disant que vous êtes intéressé. OK. Et puis OK. on va suivre. D'accord. Jean-Claude, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça-